J'ai aussi eu l'occasion d'écrire d'autres livres précédemment sur la thématique qui abordait en particulier la thématique de la douleur, mais aussi de la fin de vie et de la mort. Et puis avec ce livre-là, j'ai essayé de le faire sur le mode romanesque. J'ai surtout écrit des essais. Et là, je me suis un petit peu essayé au roman. Donc, c'était un peu une tentative, et je ne sais pas si elle est heureuse ou malheureuse, voilà, où c'était la même thématique principalement, celle des pertes en général. Hein, la mort étant une des pertes qu'on peut endurer, bien sûr. La perte ultime c'est celle du corps. En même temps que toutes les pertes qu'on peut rencontrer, comme l'héroïne de ce roman, ce qu'elle perd, pour commencer, c'est le goût et l'odorat. À noter que j'ai absolument rien à voir avec ce qu'on rencontre aujourd'hui avec un certain virus, ça n'a aucune relation. Hein. Donc, elle perd le goût et l'odorat, elle est cuisinière. Bien sûr, pour qu'une cuisinière perde le goût et l'odorat, ce n'est pas vraiment l'idéal. Et puis, elle doit composer avec cette perte. Ce qui m'intéressait d'exposer, c'est comment on peut cheminer avec une perte qui est potentiellement létale, mortelle, dans la mesure où elle a une tumeur inopérable dans le cerveau qui est à l'origine de la perte du goût et de l'odorat. Comment est-ce qu'on peut intégrer cette perte et puis comment, d'une certaine façon, est-ce qu'on peut, mais il en va de même avec toutes les épreuves qu'on rencontre, quelles qu'elles soient, comment est-ce qu'au lieu de seulement subir et subir douloureusement, on peut essayer de tirer un profit. Parce que subir, on va subir de toute façon. Mais si on fait que subir, à ce moment-là, ça devient très vite insupportable. Tandis que si on peut subir et en même temps tirer un profit, à ce moment-là, les choses s'équilibrent un peu et en particulier, elles acquièrent du sens. Voilà, voilà ce que je dirais en général pour cet ouvrage. Voilà, merci Philippe. Alors bien sûr, si durant la lecture, tu as envie de rajouter quelque chose, ou si je me trompe dans ce que je pourrais peut-être, parce que c'est une lecture commentée. Hein. Donc, au niveau de l'organisation, je vais lire des extraits, bien sûr tout à fait que j'ai pris de manière subjective, hein, et je vous dirai ensuite comment se procurer ce livre si vous voulez le lire en entier. Et non, je ne voulais pas sortir. Alors, alors, déjà, ce que je vais faire, je vais couper le son. Hein, je vais couper le son. Je vais donc vous réduire au silence. Hein, ainsi, si vous voulez intervenir, ça sera peut-être après. Hein, et on gardera le temps. Alors, en même temps, je dois gérer les personnes qui rentrent ou qui ont des problèmes pour... Voilà. Encore une autre, merveilleux. Allez, je coupe le son et je garde la parole. Hein, et après, nous pourrons intervenir ensemble. Allez, je commence. Voilà, le son est coupé. Normalement, vous m'entendez tous et toutes. Et donc, voilà, c'est ce livre-là, Un temps pour tout, que j'ai eu envie de vous lire quelques extraits. Alors, comme Philippe l'a indiqué, et notamment pendant les 4 premiers chapitres, c'est effectivement la description de la vie de Grazia, qui était une chef cuisinière de renom et qui, du jour au lendemain, en même temps je fais rentrer les gens, du jour au lendemain, eh bien, on lui diagnostique une tumeur au cerveau. Et c'est là que il y a, tu as très bien écrit, Philippe, les phases de deuil. Quand elle entend le diagnostic fatal, hein, tu as très bien décrit les phases de deuil qui vont de la sidération, hein, au déni, à la colère, au chantage. Tout ça, c'est très bien décrit. Et ensuite, à la dépression, au désespoir en tout cas, hein, au désespoir. Et elle chemine avec tout le personnel soignant à faire les examens. Et puis, il lui est conseillé de voir une psy. Et là, la psy commence à lui faire entendre une autre vision de
de notre vision de sa maladie et de sa fin de vie et de sa mort. Je vais vous lire cette vision. Il faudrait que je le trouve. Et cette vision, elle a, parce que je ne veux pas trop lire, hein, parce que sinon ça va être assommant et peut-être trop long. Ce qui m'a interpellé, c'est que la psy les fait interroger, au lieu de se lamenter sur pourquoi je suis malade, elle lui propose de poser la question différemment, avec un pourquoi, en 2 mots. Pourquoi? Quel est le sens de cette maladie? Et donc, ça l'interpelle beaucoup. Puis ensuite, elle rencontre, grâce à la psy, grâce aussi à sa introspection de ce pourquoi, elle a envie de retrouver sa mère biologique et de voir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi sa mère biologique l'a abandonnée. Et donc là, elle retrouve sa mère biologique et elles apprennent toutes les deux à se connaître. Mais sa mère biologique, qui s'appelle Alba, a une particularité, c'est qu'elle a eu beaucoup de souffrances durant sa jeunesse, durant sa période de jeune adulte, durant sa période de mère, et une mère qui a dû abandonner sa fille pour la sauver, chose que sa fille ne savait pas, pour lui sauver la vie. Et donc, voilà, elles se rencontrent, elles se retrouvent, et la mère, s'étant beaucoup interrogée sur le pourquoi de ses propres souffrances, arrive à partager avec sa fille des thèmes très importants comme la perte, comme disait Philippe, et la mort. Et voilà le début d'un partage que je voulais vous faire, donc sur ce que pense Alba de la mort. Alors elles sont toutes les deux, et Grazia, la fille, demande à Alba, alors, pour toi qui es si maligne, à défaut d'être intelligente, la mort, c'est quoi? Demandai-je brusquement. C'est beaucoup de choses, ma chérie, répond doucement Alba, en ignorant ma rudesse. Pour commencer, c'est simplement un passage. Le passage naturel et obligé du visible à l'invisible. Comme la naissance constitue le passage de l'invisible au visible. C'est quoi pour toi le contraire de la vie? Grazia répond, c'est la mort. Non, la mort, c'est le contraire de la naissance. La vie, elle, n'a pas de contraire. Elle se déploie dans le visible, comme dans l'invisible, de la même manière que la conscience se manifeste selon des modalités différentes à l'état de veille, comme celui de sommeil. Alors, donc, toi, tu crois à ces sornettes sur la vie après la vie? Je veux dire, la vie après la mort. En fait, je serais plutôt en faveur d'une vie avant la mort. À tout bien considérer, si la mort n'existait pas, comment pourrions-nous savoir que la vie est précieuse? Une des fonctions les plus essentielles de la mort est de nous rappeler tout simplement que l'existence est courte et que chaque instant mérite d'être savouré pleinement. La mort n'est pas notre ennemi. C'est grâce à elle que nous possédons une perception du temps qui passe. Sans la mort, le présent, le passé et le futur n'existeraient pas. Et toute évolution serait par conséquent impossible. Mais tu m'as demandé ce qu'était la mort. En plus d'être un passage, la mort peut surtout être considérée comme l'examen final de l'existence que nous avons menée. Un examen final, demande la fille. Mais bien sûr, tu te souviens, la vie est une école avec des leçons à apprendre, répond Alba patiemment. Mais dans une école, il y a des examens intermédiaires, comme l'épisode de la crevaison, c'est-à-dire c'est un épisode qu'il y a dans les chapitres précédents,
hein, où elles sont en voiture, un pneu crève et, je vais faire rentrer Françoise, un pneu crève et Alba, elle profite de la crevaison pour regarder la nature et la fille, elle ne fait que râler. Hein. Donc, et il y a un grand final pour lequel on se prépare toute la vie. Et il y a le grand final pour lequel on se prépare toute la vie. Cet examen, dans l'école de la vie, nous donne la juste mesure de nous-mêmes. Sans la mort, comment ferions-nous pour savoir si notre vie a été accomplie ou non? C'est la mort qui donne son sens à l'existence. Confrontés à la mort, tous les comportements acquièrent une portée qu'ils n'ont pas lorsque l'on vit dans la perspective maladive que les choses sont éternelles ou immuables. Bousculé par sa représentation de la mort, j'essaie de suivre son raisonnement. Tu es en train de me dire que la mort est une bonne chose? Tout à fait, répond Alba. Sa présence impersonnelle nous rappelle continuellement le caractère impermanent de toute chose, et c'est elle qui donne de la pertinence à tous nos comportements. Comme la vie, dont elle est indissociable, la mort est une opportunité de croissance. Dégagée de l'identification avec le corps, la mort n'est en définitive qu'une vue de l'esprit. Comme tout le reste, la mort est un puissant miroir, le miroir suprême et sans concession de l'existence que l'on a menée. Face à la mort, on ne peut pas tricher, ni se raconter des histoires. En définitive, et de ce point de vue, la mort est aussi notre seule vraie conseillère, parce que ceux qui prennent la peine de la consulter constatent qu'elle ne nous ment jamais. Elle marque une petite pause avant de poursuivre. Tu vois, d'une certaine manière, la conscience de la mort ou de l'impermanence de toute chose nous invite à mener la vie la plus juste possible. Dans le remarquable Ars Moriendi de la tradition chrétienne du XVe siècle, alors Ars Moriendi, c'est effectivement un document extraordinaire et que je mettrai en référence, parce qu'on me demande qu'il y aura des références. Oui, vous aurez toutes les références de ce que je dis et d'autres extraits de livres que vous allez entendre, notamment l'Ars Moriendi. Et là, je vous inviterai à lire L'Art de mourir. L'Art de mourir, c'est un drôle de titre, de Jean-Yves Leloup et de Marie de Henzel. Voilà. Hein? Jean-Yves Leloup et de Marie de Henzel. Donc, c'est remarquable et j'espère qu'un jour, je pourrai en faire une synthèse et une lecture partagée. Hein. En tout cas, c'est mon objectif. Et donc, dans ce livre-là, il est écrit « Apprenez à mourir et vous saurez vivre. Quiconque n'a pas appris comment mourir n'a pas appris à vivre. » Et sachez que Montaigne dit la même chose, hein, entre parenthèses. Et à cette précieuse invitation, je continue à lire, on préfère de nos jours un raccourci privé de sens qui laisse entendre que l'on meurt comme l'on a vécu. Selon sa sainteté le Dalai Lama, nous devrions méditer sur 3 sujets fondamentaux. La certitude de la mort, l'incertitude quant au moment où elle se produira, et le fait qu'à cet instant, seules les réalisations spirituelles de l'individu peuvent être une aide véritable. Et pour paraphraser le philosophe Henri Bergson, je dirais que la mort est le plus court chemin pour parvenir à soi-même. Vous vous rendez compte du chemin? Elle reste sans voix, Kratia. Je suis stupéfaite d'entendre que ma mère, que j'avais toujours tenue pour une personne plutôt simple et peu instruite, est suffisamment érudite pour citer un texte du XVe siècle, les paroles du Dalai Lama et d'Henri Machen, dont je n'ai jamais entendu parler. Je dois admettre que je me suis lourdement trompé sur son compte. Non seulement elle n'est pas le monstre que j'imaginais, mais elle porte sur les choses un regard inattendu de profondeur.
je dois aussi reconnaître que dans mon fort intérieur, que je suis intellectuellement assez séduite par sa manière radicale, à la fois tendre et ferme de considérer la mort, et aussi un peu apaisée. Il émane d'Alba un calme, une quiétude qui atténue mon angoisse. Donc, si je comprends bien, la condition pour passer l'examen final, c'est d'avoir vécu une vie sans faute, d'avoir été parfaite. Il ne doit pas y avoir beaucoup de reçus à ton examen final, ajoutai-je, les yeux pensivement posés sur l'herbe entre mes pieds. Pas du tout, répond Alba. Il n'est exigé nulle part de l'être humain qu'il soit parfait. Nous sommes uniquement invités à vivre une vie juste, c'est-à-dire à faire de notre mieux dans notre vie pour tenter d'être meilleur. Juste ne signifie pas parfait. Tendre à la perfection est un fantasme inventé par l'ego pour se faire mousser, se donner de l'importance et privilégier le superficiel au détriment de l'essentiel. Voilà la partie de ce roman initiatique, comme je vous disais, qui parle de manière très juste, en tout cas très juste pour ma part, de comment voir la mort. Et permettez-moi de dire qu'en tant que bénévole accompagnant les personnes en fin de vie, et nous sommes nombreux et nombreuses bénévoles là, qui sont là maintenant, je peux dire que c'est vraiment du vécu. Je peux dire qu'aujourd'hui, si je me sens souvent vivant, c'est parce que je côtoie la mort chaque semaine. C'est un véritable enseignement. Je côtoie la mort, mais je côtoie aussi des personnes en fin de vie et elles m'apprennent à vivre. Voilà. Ce que je voulais donc vous partager sur la mort, et maintenant, je voudrais vous partager un autre moment important sur ce que la fin de vie que Alba va expliquer à sa fille. Elle a marre, Gracia, à un moment donné, que Alba se permette de lui administrer une autre de ses fameuses leçons de vie. Si je pouvais, dit-elle, je m'en irais sur le champ. Ce qui me retient, c'est l'impression palpable que le belâtre au journal nous observe au coin de l'œil, parce qu'elles étaient dans un bar et il y avait un bel homme qui regardait Grazia. Et Grazia, donc, dans ce bar, mais qu'est-ce que tu en sais, toi, qui as la science infuse de la fin de la vie, demandai-je à voix basse, de manière à ne pas éveiller l'attention au milieu de ce bar. Et Alba répond suffisamment pour avoir côtoyé la mort à quelques reprises, qu'il y a toujours un demi-verre plein derrière le demi-verre vide. Alba, je ne comprends rien à ton charabia. La mort n'a rien à voir avec boire des verres, que je sache. Le demi-verre vide, c'est la circonstance pénible, l'épreuve qui t'est imposée, me répond Alba, sans se démonter. Le demi-verre plein, c'est l'opportunité qui est dissimulée derrière elle et qu'il s'agit souvent de découvrir. Ce que je veux dire, c'est qu'au lieu d'uniquement subir et d'endurer une situation pénible, il est aussi possible d'en tirer un profit. Pour peu que l'on s'en donne la peine, ajoute-t-elle en me regardant en dessous. Tout ça, c'est de la théorie, de la psychologie à 2 balles. La méthode Coué pour les nuls, répliquai-je rageusement. Je ne vois pas comment je pourrais tirer un profit, comme tu dis, du fait que je vais mourir. Mais tu n'es pas encore morte, que je sache. Est-ce que tu n'as rien appris de l'existence de la crevaison, ni de la visite du lieu de ta naissance, ni de la rencontre avec Gaston? Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que tu es là? Aurais-tu entrepris ce périple sans l'annonce de ta tumeur? Les yeux baissés, la mine renfrognée, je ne réponds rien. Je déteste me donner un spectacle, j'espère seulement que nous n'attirons pas trop l'attention au milieu de ce bar.
j'avale une gorgée de mon thé vert et moi je profite d'avaler une petite gorgée d'eau chaude. Je dois bien reconnaître qu'Alba n'a pas complètement tort. Ces événements m'ont en effet été profitables, en cela qu'ils m'ont permis d'entrevoir une vision différente des choses. D'accord, admets-je, à contre-cœur, en redressant la tête. Mais avec la mort, ce n'est pas la même chose. Face à la mort, on ne peut que subir, ajoutai-je sur un ton acariâtre. Baliverne, me répond Alba brusquement. La mort me force à me poser les bonnes questions, à cesser de jouer des rôles, à arrêter de mentir. Elle m'aide à accepter d'être moi-même. La conscience que je vais mourir est aussi une très puissante source d'inspiration pour moi. Pourquoi? Parce que la mort est le miroir sans fard de la vérité de qui je suis. Parce que face à la mort, je ne peux plus me leurrer. Je suis pesé et j'obtiens l'exacte mesure de combien je suis maladroite en amour. L'exacte mesure de combien je suis maladroite en amour. Et ça, nous pourrons le partager parce que c'est ce que nous vivons souvent. C'est ce que nous rencontrons souvent. Je pourrais dire là une parenthèse. Donc, et là, je fais référence avec le livre de Tanguy Châtel, Vivant jusqu'à la mort, où il dit à la fin, hein, c'est un sociologue hein, qui a fait une étude sur, la fin de vie, l'accompagnement, sur ce que vivent les personnes en fin de vie et les grandes questions existentielles, essentielles que l'on se pose à la fin de vie. Et il en tire une conclusion, que l'on se pose deux questions, enfin, pas tout le temps, hein. Il arrive, il est bon, que l'on se pose deux questions. En tout cas, ce sont les deux questions qu'on entend très souvent quand on arrive à accompagner la personne dans ce chemin-là, à se poser ces questions-là d'ailleurs, et que je crois que nous devrions nous poser aujourd'hui. Ces deux questions sont: est-ce que j'ai aimé? Est-ce que j'ai été aimé? Ce serait ça l'essentiel qui nous resterait en fin de vie. Ce n'est pas combien j'ai de 4x4, combien j'ai de maisons, combien j'ai d'amants ou de maîtresses, combien j'ai. Et tout ça, c'est parti, c'est fini, c'est plus la peine dans le lit de souffrance, dans le lit où je suis, là. Non, c'est, voilà, est-ce que j'ai aimé, est-ce que j'ai été aimé? Et peut-être que c'est justement de ne pas attendre la fin de vie pour pouvoir répondre à ces deux questions. Alors, je continue. Je me demande si je continue parce que ça fait 5 heures. Je ne vais pas continuer sur ce plan-là parce que je voudrais vraiment passer sur le dernier chapitre. Où, alors là, c'est le chapitre que je préfère. Peut-être que si je le préfère, c'est parce qu'il me parle beaucoup. Je vous l'avoue, oui, il me parle beaucoup. C'est donc Alba qui a un accident vasculaire et qui la entraîne qu'elle est sur une chaise roulante. Et elle a toutes les possibilités de rester à domicile avec toutes les offres que nous avons aujourd'hui, hein, que, comme dit l'État, offre toutes les possibilités à ce qu'elle reste au domicile. Et comme 85 à 90% des personnes âgées, selon les enquêtes, souhaitent finir leur vie à domicile. Et elle, Alba, va à contresens de ce pourcentage. Et ce contresens, j'avais envie de vous le lire, parce qu'il peut nous interpeller aussi sur cette question. Aimer, est-ce que j'ai aimé, est-ce que j'ai été aimé? Et donc, elle se bat contre l'État qui l'oblige à rester chez elle. Elle dit, non, mais moi je veux rentrer à maison de retraite. Alors là, tout le monde se dit, non, ça ne va pas, c'est pas conforme. Vous devez rester chez vous. Regardez toutes les offres, toutes les aides que vous aurez. Vous serez bien chez vous.
Et non, elle se bat. Elle se bat jusqu'à faire un procès contre l'État pour rentrer en maison de retraite. Et voilà que ce procès, il est médiatisé. Et il y a un grand journaliste qui vient la voir et qui l'interroge. Et je vais donc vous lire. Et après ces 10 pages que je vous aurai lues, vous aurez la parole, bien sûr. Et donc, ce journaliste arrive et qui amènera un témoignage qui a valeur de testament. Alors je fais parler là le journaliste. Alba, vous savez que vous êtes un cas un peu particulier. La plupart des gens redoutent la maison de retraite et font tout pour l'éviter. Pas vous. Expliquez-nous pourquoi vous choisissez de rester en maison de retraite alors que vous pourriez rentrer chez vous. Tout d'abord, vous n'avez pas idée de combien l'on s'occupe de moi avec un dévouement admirable. J'y suis choyé par tout le monde, avec toute la tendresse du monde. De notre côté, à la maison, j'avais parfois le sentiment désagréable de dépendre de mes proches, même s'ils ne me le faisaient pas sentir. J'avais aussi parfois le sentiment de ne plus y être aussi utile que je le souhaitais. Vous êtes donc heureuse dans votre maison de retraite? Oui, tout à fait. Et comme vous le savez, c'est la raison pour laquelle je me suis battue pour y rester. Vous êtes certaine que votre maison ne vous manque pas, ne serait-ce qu'un petit peu? Tout ce qu'il y a de plus certain. Je considère que laisser ma maison derrière moi est comme un petit entraînement au fait que je vais devoir un jour quitter ce corps qui m'a longtemps servi de demeure. Se préparer à la mort constitue l'enjeu du grand âge. Au final, l'alternative pour moi n'est pas tant la maison de retraite ou la maison, mais d'être heureuse ou malheureuse, où que je sois. Et là, Alba éclate de rire. Je crois, continue-t-elle, que c'est dangereux de considérer, comme le monde veut nous le faire croire, que l'on ne peut être bien qu'à la maison. On est sûr de créer son malheur. Alors là, le journaliste ne comprend pas. J'ai de la peine à vous suivre. Que voulez-vous dire par là? C'est pourtant simple. Si vous pensez que votre bonheur dépend du fait d'être à la maison et que les circonstances vous obligent à déménager dans une maison de retraite, vous ne pouvez être que malheureux. Le problème, c'est donc cette idée que vous avez. Je vous donne un exemple. Il y a quelque temps, dans ma maison de retraite, une vieille dame a été admise qui n'avait qu'une seule idée fixe en tête, retourner chez elle. Très rapidement, elle est d'abord devenue folle. Puis, elle est morte. Les infirmières ont dit qu'elle avait lâché prise. Curieuse expression, dit-elle en passant, pour décrire une mort produite par un déni complet de la réalité. Une des lois de la vie énonce d'ailleurs que ce qui n'évolue pas disparaît. Ce qui n'évolue pas disparaît. C'est ainsi. Alors, le journaliste, l'État aurait donc tort, selon vous, de développer l'aide et les soins à domicile pour les personnes âgées? Non, 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 pas du tout. Je dis juste que parfois, en nourrissant chez les personnes âgées l'illusion qu'elles pourront rester chez elles jusqu'à la fin, les législateurs créent à leur insu et malgré eux la détresse qu'ils espèrent leur éviter et s'éviter aussi à eux-mêmes quand leur temps viendra. L'important, ce n'est pas le lieu où l'on vieillit, mais le sentiment d'accomplissement que l'on éprouve ou non pour son existence. L'important, ce n'est pas le lieu où l'on vieillit, mais le sentiment d'accomplissement que l'on éprouve ou non pour son existence. Quiconque aura l'impression d'avoir vécu une vie inutile connaîtra une fin de vie difficile. Alors, ouais, hein? C'est radical, hein? Où qu'elle est liée d'ailleurs. Qu'il me soit permis ici de citer cette parole attribuée au Bouddha. À la fin de la vie, seules 3 choses importent. Combien nous avons aimé, avec quelle bienveillance nous avons vécu, avec quelle grâce et dignité nous avons lâché prise de ce qui ne nous était pas destiné. Et ça rejoint ce petit paragraphe que tu avais mis, Philippe, sur en référence des stoïciens. Hein, comment vivre avec ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi.
et de lâcher ce qui ne dépend pas de moi. Ça rejoint, je crois, ce qui est dit précédemment. Et donc, le journaliste continue. Mais à ce propos, et si j'ose vous le demander, qu'est-ce que cela représente pour vous, visiblement si vive et si alerte, d'être dans un fauteuil roulant? Continuez comme ça et je vous donne mon numéro de téléphone, rit Alba. Pour répondre à votre question, c'est juste un autre rythme, plus lent, plus naturel, plus contemplatif. Dans mon fauteuil roulant, j'ai tout mon temps pour regarder autour de moi, pour écouter ce qui m'entoure. Ce que j'ai perdu dehors, il me semble que je l'ai gagné en vie intérieure. Mon odorat me semble redevenir sensible à des senteurs que j'avais oubliées, comme celle de la pluie qui tombe, de la rosée du matin, s'évaporant au soleil. Même mon vin préféré n'a plus tout à fait la même saveur. Alors là, le journaliste, il dit « Oh, pardonnez-moi là, mais là, vous n'exagérez pas un peu là ?» Pas du tout, je vous l'assure. C'est comme si mon fauteuil roulant contribuait en quelque sorte à ouvrir mes organes de sens. J'ai l'impression d'avoir une autre sensibilité, aussi bien à l'égard de ce qui se passe autour de moi que dans ce que je perçois dans mon monde intérieur. Désormais, je relativise naturellement les petites choses de la vie qui autrefois me contrariaient ou m'indignaient passablement, comme le fait de devoir patienter, par exemple. Alors là, je vais m'arrêter pour prendre notre livre et vous lire un extrait de ce livre-là, qui peut-être le veut, c'est de Marie de Henzel et Bertrand Vergely, Une vie pour se mettre au monde, un livre de poche, merveilleux livre, que je ne peux que vous conseiller. Et Marie de Henzel a le privilège d'aller interviewer sœur Emmanuelle, qui est rentrée dans une maison de retraite. Donc on connaît la vie que sœur Emmanuelle a eue. C'est une vie intense, hein, active. Alors, voilà, le témoignage de sœur Emmanuelle que je suis allé interviewer lorsqu'elle était proche de ses 100 ans, en est 100 ans, en est un bon exemple. À la fin de sa vie, elle est impotente. Dans son fauteuil, reliée à une bonbonne d'oxygène. Elle était manifestement très vieille. Elle en avait tous les signes. Et en même temps, elle possédait un rayonnement, une jeunesse intérieure, une vitalité extraordinaire. Elle m'a parlé évidemment de cette expérience. C'est la plus belle période de ma vie. Vous entendez? Elle est impotente. Elle est dans un fauteuil. Elle est reliée à une bonbonne d'oxygène et elle dit que c'est la plus belle période de sa vie. Et quand je lui ai demandé quel était le message qu'elle voulait transmettre à mes lecteurs à travers son interview, elle m'a donné cette réponse. Dites-leur que la mission de la personne âgée est d'aimer. Car voyez, moi dans mon fauteuil, je ne peux plus rien faire, mais je peux toujours sourire, je peux toujours écouter, je peux toujours diffuser ma présence aimante. Je peux toujours avoir cet élan du cœur. Oui, le cœur ne vieillit pas. Ne trouvez-vous pas incroyable? Et je reprendrai une phrase d'un ami formateur qui était venu nous former aux bénévoles de notre association, ACT. Il nous dit un jour, la disgrâce du corps nous invite à la grâce du cœur. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Vous entendez un petit peu mon émotion? De vivre avec ça, c'est merveilleux. Alors, où en étais-je? Où en étais-je? Voilà. Donc, je reprends l'interview. Mais quand même, vous n'allez pas prétendre que marcher ne vous manque pas, ne serait-ce qu'un petit peu. Pour aller où? Pour faire quoi? Désormais, je suis très occupé à explorer l'ici et le maintenant. Et aussi à apprendre à faire confiance à celles et ceux qui me déplacent avec beaucoup de prévenance. Je me suis surprise l'autre jour à apprécier d'avancer assise, les yeux fermés, en toute quiétude. J'étais vraiment très contente de ce dépassement parce que, dans mon histoire, faire confiance n'a jamais été quelque chose de facile.
C'est bizarre quand j'y pense. Il semblerait que c'est lorsque l'on renonce à tout contrôle que l'on devient soudain libre. Bref, vous m'aurez sans doute comprise, je ne suis pas du tout pressé de remarcher. Que faites-vous alors de votre temps? Est-ce qu'on ne s'ennuie pas un peu dans votre maison de retraite? Tout au contraire. À la maison, j'ai observé que j'avais tendance à être dominé par une sorte de paresse active qui consistait à m'agiter en remplissant fébrilement ma vie d'activité. Ma maison de retraite, c'est au contraire le lieu idéal pour me préparer en toute tranquillité à ma mort, pour m'aider à me rappeler calmement que la mort est une réalité et qu'elle vient sans prévenir. Je ne sais pas quand ni comment ma mort surviendra. Ma seule certitude, c'est que le moment viendra. L'idéal serait donc que je sois prête en tout temps, ce qui contraste, je l'admets volontiers, avec le point de vue généralement prédominant qui veut que on verra bien quand ça arrivera. Mais à quoi cela sert-il donc de se préparer à l'inévitable? Bonne question. C'est étrange comme notre civilisation prétendument pragmatique peut ainsi s'en remettre au heureux hasard et oublier que toute réussite dans la vie est subordonnée à une bonne préparation. Nous trouvons tout à fait naturel et utile de nous préparer à un événement de l'existence comme à un examen, à une compétition sportive ou à un rendez-vous amoureux. Alors pourquoi ne se préparerait-on pas à la mort au prétexte que la mort est inévitable? Si tel était le cas, il ne devrait alors y avoir non plus de préparation à la naissance. La grossesse ne constitue-t-elle pas une incroyable et mystérieuse préparation au passage de l'invisible au visible? À l'occasion de la naissance, les examens, les cours de préparation de l'accouchement prodigués par des professionnels hautement qualifiés, les équipements sophistiqués, ne font-ils pas partie de cette préparation? Paradoxalement, la naissance n'est-elle pas du reste à ce point préparée qu'elle est parfois provoquée artificiellement à la meilleure convenance de la mère et du gynécologue? Est-ce que ce n'est pas un peu la même chose qui se passe à l'autre extrémité de l'existence avec le suicide assisté? Oh, ça y est, la question. Tout à fait, dit-elle. La naissance provoquée et le suicide assisté manifestent le même besoin de contrôle de l'ego qui cherche, en l'occurrence, à se substituer à l'ordre des choses. Il faut donc s'attendre à ce que l'un comme l'autre se développe dans le futur. Là où il y a une différence entre les deux, c'est que certains médecins collaborent au suicide de leurs patients au prétexte que leur douleur serait indigne. Alors qu'en réalité, j'ai bien l'impression que c'est prioritairement leur propre sentiment d'impuissance qu'ils essaient de soulager. Vous êtes ainsi d'avis que ces médecins ont tort d'assister leurs patients dans leur démarche suicidaire? Je n'en sais rien. C'est une problématique complexe. En ce qui concerne le corps médical, le suicide assisté constitue essentiellement une réponse individuelle et institutionnelle à un sentiment d'impuissance qui peut devenir écrasant lorsqu'il n'est pas reconnu. En même temps que confrontés à des douleurs qu'ils ne parviennent pas à soulager, malgré leurs bons soins, certains docteurs ne voient pas d'autre alternative que de céder aux demandes désespérées de leurs patients, lesquels parfois souffrent avant tout de la peur de mourir, dans la souffrance ou dans la solitude. J'observe du reste avec intérêt que l'acharnement thérapeutique et le suicide assisté sont comme les deux faces d'une même pièce de monnaie dans la mesure où ils constituent tous les deux une réponse à un sentiment d'impuissance engendré par un ego qui n'accepte pas ses limites naturelles. Intéressante conception, dit le journaliste. Quelle est votre position personnelle par rapport au suicide assisté? Je pense que chacun a le droit de vivre la vie qu'il désire et de mourir de la manière qui lui convient, mais aussi que chacun de nos choix entraîne des conséquences qui nous appartiennent également. Cela dit, je ne suis pas certaine que la douleur cesse avec la disparition du corps. Ce que je regrette avec le suicide assisté, c'est justement cette vision réductrice qui voudrait que l'être humain soit une entité matérielle qui fait des expériences spirituelles, plutôt qu'une entité spirituelle qui fait des expériences matérielles. J'exprime l'espoir en ce qui me concerne que si je suis confronté au doute et au désespoir,
je saurai résister à la tentation du suicide et opter pour la mort naturelle à laquelle je me prépare. Je fais une petite parenthèse. À Acte, nous sommes ni pour ni contre l'euthanasie, le suicide assisté, nous sommes pour les soins palliatifs. Nous battons vraiment, c'est le mot, hein, nous faisons un de nos rôles, outre que d'accompagner les personnes en fin de vie, les personnes endeuillées, c'est de lever le tabou de la mort, mais aussi de promouvoir, de développer les soins palliatifs. Parce que nous rencontrons chaque semaine des personnes qui, quand elles rentrent en soins palliatifs, pas tout le temps, hein, mais certaines personnes, elles disent « je veux en finir vite ». Faites en sorte que ça finisse vite. Et ça aussi, ça a été l'objet d'une enquête nationale. 2 ou 3 jours après leur séjour en soins palliatifs, la plupart, à peu près 98%, ne souhaitent plus l'euthanasie et le suicide assisté. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé en ces 2 ou 3 jours? Parce qu'on les a écoutés, on les a entendus. Et c'est le rôle de nos associations, Actes, comme le rôle de Jeanne Mave, il y a des bénévoles de Jeanne Mave, jusqu'à la mort, accompagner la vie, qui est une association sœur, hein, qui est à Montélimar et à Valence, et que je suis heureux que vous soyez là aussi avec nous aujourd'hui. Hein, et nous sommes près de 350 associations et 6000 bénévoles. Hein. À la vôtre, Marie-Claude. On va couper le micro. Hop, voilà. Et donc, c'était important que je le souligne, un de nos rôles. Et je regarde en même temps, comme il me... Alors, je vais essayer en même temps que je me sers un petit peu à boire, de voir... Oui. J'ai de l'eau chaude, là, s'il te plaît. Alors, on arrive là au pourquoi, en 2 mots. Vous avez dit qu'à la maison, vous aviez parfois l'impression de ne pas être aussi utile que vous le souhaiteriez. Mais ce sentiment, est-ce que vous ne risquez pas de l'éprouver encore davantage dans votre maison de retraite? À la maison, j'avais l'impression de ne plus servir à grand-chose au point que j'en étais arrivé à éprouver un sentiment étrange et inconnu pour moi jusqu'alors, l'ennui. Quand on y pense, s'incarner sur une petite planète bleue vieille de quelques 4 milliards d'années juste pour s'ennuyer, c'est un peu un gâchis de temps et d'espace, non? Et elle rit. C'était probablement le signe qu'il était temps de passer à autre chose. Attendre la mort passivement, très peu pour moi. Dans ma maison de retraite, j'ai découvert que je pouvais aider les autres résidents à se préparer à la perte ultime de leur corps en favorisant leur bilan de vie. J'avoue que ça a été un peu une surprise pour moi. Pardonnez-moi mon ignorance, c'est quoi le bilan de vie? Le bilan de vie, pour utiliser une métaphore, consiste à mettre ses affaires en ordre. La proximité de la mort rend cet exercice obligatoire et d'autant plus difficile que nous ne nous y sommes pas préparés au cours de l'existence. Faire son bilan de vie sert donc aussi, en quelque sorte, de préparation à la mort. Vous conviendrez qu'il est bon de mettre ses affaires en ordre avant son départ, comme on le fait normalement avec son appartement avant de partir en voyage. D'un autre côté, on peut bien sûr mettre ses affaires en ordre en tout temps. Ce serait même recommandable dans la mesure où, on s'en souvient, la mort peut survenir à tout instant. Si vous exercez un métier qui requiert de vous de partir en voyage à tout instant, ne serait-il pas préférable que votre appartement soit toujours en ordre? Je vous avoue que cela reste un peu théorique pour moi. Pourriez-vous nous expliquer concrètement comment l'on fait son bilan de vie? Oh là, on va avoir besoin de 15 jours, dit-elle. Très succinctement, le contenu du bilan de vie porte sur les différents secteurs de l'existence que sont les rapports avec les proches, les enfants, les parents, les amis, le couple, la vie à deux, la sexualité, le travail, l'activité créatrice et la pratique spirituelle, la recherche donc du sens à la vie. Il s'agit de faire l'inventaire de ce qui s'est bien déroulé dans ces différents secteurs et aussi d'identifier ce qui laisse un goût d'inachevé.
c'est l'occasion également d'exprimer ses sentiments, ses colères, ses regrets, ses peurs comme ses joies. Très souvent, ce bilan de vie met douloureusement en lumière les relations qui ont été mises à mal par les aléas de l'existence. Je comprends un peu mieux l'intérêt qu'il y a de faire ce bilan de vie, comme vous l'appelez. Mais pourquoi ne serait-ce pas quelque chose que l'on proposerait automatiquement à une personne âgée? Parce que faire le bilan de son existence est un exercice courageux et difficile qui consiste finalement à mettre en corrélation ce que nous avons été, notre imperfection, avec ce que nous aurions pu être, soit le meilleur de soi-même. Notre première tentation est de nier notre douloureuse imperfection et de tenir autrui responsable de ce qui s'est mal passé. Ou alors, dominés par notre rôle de victime, nous sommes souvent tentés d'exagérer notre petitesse, de croire qu'elle constitue notre identité et que nous avons échoué dans tous les secteurs de notre vie. La seule manière de sortir de ce double piège est d'assumer l'entière responsabilité personnelle de ce qui nous est arrivé et de se pardonner de ce que nous avons été en considérant avec tendresse que nous avons fait le mieux possible, se pardonner. Ça aussi, dans toutes les lectures que nous avons pu avoir, les témoignages, se pardonner et pardonner est un élément essentiel pour une fin de vie la plus douce possible. Ça, c'est important. Et nous pouvons nous interroger aujourd'hui, où est-ce que je n'ai pas pardonné à moi et aux autres, au lieu d'attendre la fin de vie. Dites-moi, ce n'est pas très gai tout ça. On est loin de la promenade de santé. Ça me laisse l'impression que le bilan de vie est un exercice forcément pénible. C'est vrai que c'est un peu comme de crever un abcès. Ce qui vous en conviendrait peut être nécessaire pour sauver la vie de quelqu'un. En même temps, je vous rassure, j'ai souvent eu le privilège de constater combien les personnes sont soulagées que l'on aborde avec elles des épisodes de leur vie passée ou présente qui constituent de pénibles sujets de préoccupation. Et je confirme, en tant qu'accompagnant, c'est l'occasion pour elles d'enfin exprimer leurs souffrances et des émotions qui sont souvent profondément refoulées. Vous savez, la mort sera inévitablement très douloureuse pour quiconque l'aborde l'esprit chargé de regrets ou de remords, en raison des résistances que ces sentiments entraînent. Il est impossible de mourir paisiblement si l'on est dominé par l'impression que notre existence a été inutile. C'est comme si nous étions forcés de quitter un festin alors que nous avons grappillé que quelques miettes. Et cette image du festin, je l'ai entendue un jour d'un instructeur que j'aime beaucoup, cette image il racontait que la vie, c'est un festin, il y a une table où il y a tous les mets possibles du monde entier et nous, on s'est concentré que sur le steak frites ou le McDo. Vous voyez le truc, quoi. Et puis un jour, la grande faucheuse, comme elle raconte, elle tape à l'épaule, « Eh oh, allez, c'est le moment de se lever de table, c'est fini. » Et c'est là que on se rend compte, ah non, j'ai oublié de manger tout ça. Je n'ai vécu que ça. Ah non. Et là, on s'accroche. Et là, c'est dur. Parce que la faucheuse, elle est là. Et le fait de s'accrocher entraîne des douleurs psychologiques, des douleurs sociétales, des douleurs spirituelles, des souffrances. Ce sont les 4 souffrances qu'en soins palliatifs, nous tentons de soulager. La souffrance physique, la souffrance sociétale, à quoi je sers, la souffrance psychologique, qui suis-je à ce moment-là, et la souffrance spirituelle. Pourquoi? Quel est le sens? Et cela, c'est étudier, c'est écouter, nous tentons de l'entendre. Alors, je vais essayer. Ah oui, il demande, mais comment fait-on pour pardonner? C'est théoriquement assez simple, en même temps que c'est très compliqué en pratique. Pour pardonner aux autres le mal qu'ils nous ont fait, il est indispensable d'accéder à leur monde intérieur de manière à percevoir que ceux qui nous apparaissent comme des bourreaux sont aussi des victimes de leur propre situation.
Alors, lorsque nous comprenons que nous sommes tous, d'une certaine manière, des victimes de circonstances, une détente intérieure, un apaisement se produit en nous. Et pour se pardonner à soi-même le mal que l'on a fait, ou qu'on pense qu'on a fait, comment procède-t-on? Pour cela, il est nécessaire de poser un regard bienveillant sur son imperfection, se dire qu'on en a fait le mieux possible, même lorsque lorsque ce que l'on a fait n'était pas adéquat. Cela peut contribuer au soulagement. On peut aussi se servir d'un regret pour agir désormais différemment avec d'autres personnes que celles qu'on aurait lésées. En guise d'exemple, dans mon expérience personnelle, le fait d'accepter avec bienveillance de n'avoir pas été une maman exemplaire a été une source d'inspiration pour soutenir activement l'éducation de plusieurs orphelins. Ce n'est pas à cause, c'est grâce. Elle a pu soutenir activement l'éducation de plusieurs orphelins grâce au fait qu'elle a été imparfaite. Mais il fallait le voir. Oh là là! Et là, finalement, une vie réussie, c'est quoi pour vous? Dit le journaliste. Oh là là, voilà encore une autre question difficile. Vous en avez encore beaucoup des comme ça? Je pourrais vous répondre ce que j'ai lu quelque part. Une vie réussie, c'est dormir l'esprit en paix. Une vie réussie serait alors le simple produit d'une bonne dose d'inconscience, d'une absence de scrupules, d'un manque d'imagination ou d'un somnifère efficace. Et elle rit. J'imagine, quant à moi, que la réponse à cette question très personnelle devrait dépendre essentiellement de l'amour que l'on aura partagé. Ce qui est tout à fait naturel dans la mesure où l'existence se résume en définitive à l'amour que nous avons donné et reçu. Dans tous les cas, il ne faudrait surtout pas confondre une vie réussie avec la réussite dans la vie. Voilà. Je termine là, juste par cette dernière phrase. Merci, cher Alba, pour cet intéressant entretien. Avant de se quitter, une dernière question. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à nos lectrices et lecteurs pour avoir moins peur de la vieillesse et pour, je vous cite, favoriser leur bilan de vie? D'essayer le fauteuil roulant. Cela procure une certaine hauteur de vue. Ce que vous perdrez dehors en motricité, vous le gagnerez dedans en élévation de la conscience. Le fauteuil roulant, c'est certainement un excellent véhicule pour voyager du superficiel à l'essentiel. Voilà, chers amis, ma lecture est terminée et je vais maintenant vous laisser la parole et je vous rappelle pour celles ou ceux qui sont rentrés un petit peu plus tard que Philippe, l'auteur du livre, et vous aurez toutes les références sur le site du forum de Saillant et sur le site de Actes, toutes les références de tous les livres que je vous ai cités. Et donc, l'auteur du livre, Philippe Maire, est parmi nous. Et donc, vous pouvez lui poser les questions que vous voulez. Nous nous attacherons peut-être à terminer à 17h50, parce que moi, après, j'ai une réunion et comme d'autres personnes aussi. Enfin, je n'ai pas une réunion, j'ai un petit cours à faire. Voilà, allez, les micros sont ouverts. La parole maintenant est à vous et à Philippe. Moi, je voulais savoir, c'est Benjamin. Oui, bonjour. Voilà, j'ai juste une question que j'ai posée dans le chat, mais c'est peut-être pas lu par tout le monde. Je voulais savoir si le titre, enfin, je suppose que le titre est une référence au livre de l'Ecclésiaste, ou pas? Absolument. Pardon, tu as dit quoi? Oui, oui, tout à fait. Ah, oui, c'est une référence à l'Ecclésiaste et c'est donc une transposition romanesque parce que dans la vie d'Alba, et de Gracia aussi, mais surtout de Gracia, disons, et il y a un temps pour tout. Il y a un temps où elle est cuisinière, elle a beaucoup de succès, et puis il y a un temps où elle est confrontée à ce problème de santé, et il y a un temps où elle est à genoux avec ce problème de santé, et puis il y a un temps où elle en tire un profit pour elle-même faire un petit bilan et rencontrer sa mère biologique, et il y a un temps pour apprendre ce que cette mère peut lui transmettre. Et il y a un temps, même après, qui est juste suggéré, où elle-même, elle devient
le maître à penser, disons, elle transmet l'enseignement qu'elle a reçu. Mais c'est tout, oui, oui, bien sûr, il y a l'Ecclésiaste derrière. Bravo, Benjamin. Oui, enfin, pour aller un peu plus loin dans la question, je voulais savoir si le choix avait juste une dimension du titre, voilà, ou il avait aussi, vous n'êtes pas obligé de répondre, hein, mais ou s'il avait une dimension spirituelle aussi, finalement, de se référence à ce livre, ou en tout cas plus largement aux Écritures, à la Bible, quoi. Bien sûr, ça a une dimension spirituelle, c'est clair. Et chacun donnera, mettra l'interprétation qu'il souhaitera donner. D'accord, merci. Je vous en prie, Benjamin. Merci pour votre question. Profitons-en. J'aimerais te remercier, Eric, parce que tu as très bien résumé l'ouvrage, hein, pour commencer. Et puis ensuite, tu as choisi des passages. Et moi-même, j'ai été, dans l'automne, j'ai été touché de t'entendre relire ces passages. Je te remercie beaucoup. Super. Ah, Cette cuisinière à succès qui à la télévision, qui est toquée, etc., etc. Et puis qui tout à coup voit son monde s'effondrer, en même temps que le goût, l'odorat, une tumeur potentiellement fatale, c'est tout son monde qui s'écroule. Et malgré tout, ou peut-être grâce à ça, elle arrive il y a toute une évolution qui commence à partir de là. Parce qu'au départ, cette héroïne, Gracia, elle est un peu péteuse, quoi. Elle est un petit peu, elle est relativement imbue d'elle-même, elle est forte de son succès, elle se croit, mais c'est aussi en compensation au fait qu'elle a été abandonnée, elle se croit une personne d'exception. Et tout à coup, tout ça c'est fini. D'une seconde à l'autre, tout ça c'est fini. Et il lui faut réapprendre à être quelqu'un d'autre. Et il y a un petit prologue et il y a un petit épilogue où, dans le prologue, elle s'adresse à ses étudiants. Et on voit bien ce personnage assez. Il a un but de lui-même. Et à la fin, dans l'épilogue, elle s'adresse à des personnes qui viennent suivre son enseignement. Et on voit bien que tout le chemin qui a été parcouru, et que c'est une personne totalement. Alors, elle a la même apparence, mais ce n'est pas du tout la même personne qui s'exprime à ses étudiants dans le prologue et à ses élèves dans l'épilogue. Et tout ça, comme je disais, grâce à la tumeur. C'est incroyable, hein, si je peux me permettre. Hein. C'est comme si c'est une épreuve. Hein, et là, on pouvait faire référence aussi à Job. Mais plein, on peut en connaître plein de témoignages, hein, où la maladie, la fin de vie, des épreuves, on peut faire renaître. C'est une sorte de renaissance qui peut être proposée si on le choisit. C'est ça qui est important, si on le voit. Oui, il y a beaucoup d'attestations de cette transformation intérieure parce que c'est simplement un regard qui change et qui évolue. Et même avec les personnes âgées que j'accueille dans mon institution, j'en ai rencontré certaines encore il y a relativement récemment, des personnes qui au départ n'avaient absolument pas envie d'aller dans une maison de retraite. Au contraire, au départ, elles pensaient que c'était injuste et que leur famille était monstrueuse, que c'était des trahisons, et puis qui, après quelques mois, ont complètement changé de regard à tel point que dans leur fin de vie, elles n'étaient que reconnaissance
pour tout ce qui se passait, elles avaient cette capacité très inspirante pour moi. Comment elles ont fait exactement, je ne sais pas. Mais je peux attester qu'elles sont passées d'un non, 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 non. C'est comme ça qu'on réagit face à une épreuve généralement. Hein. C'est avec le refus, éventuellement le déni. Et puis après, elles sont passées dans une acceptation. Mais sinon, pas seulement une acceptation, mais une acceptation avec la reconnaissance. Passer de non à oui, c'est pas mal. Mais passer de non à oui, merci, c'est un saut quantique. Bravo. Ça, c'est à retenir, ça aussi. Merci, Philippe. Oui, de passer de non à oui, merci. Oui. Effectivement. D'autres questions? Oui, Monique, il faut que tu ouvres ton micro. Mona. Moi, je voudrais poser la question suivante. Quand un proche dans une famille qui n'est pas du tout en fin de vie, mais qui est malade, semble assez fermé à tout ça. On l'a vécu il y a quelques années, ne voulant rien entendre quoi, sur tout ce que tu viens de dire, qui est merveilleux. On parle de Louis dont on t'avait parlé. Et puis j'ai un frère qui est très malade, c'est pareil. Comment aborder c'est très difficile hein, de passer un message, de faire passer un message. Oui, c'est très difficile et ça nous confronte à nous-mêmes. Oui. Hein, premièrement, hein, j'entends bien dans votre question. Nous, on aimerait pouvoir apporter quelque chose à cette personne. On aimerait pouvoir contribuer à la soulager. On aimerait pouvoir l'aider. Enfin, n'est-ce pas tout ça hein? Et puis, parfois, pour différentes raisons qui lui appartiennent, bien sûr, cette personne, elle ne peut pas aborder ces thématiques ou elle ne souhaite pas aborder ces thématiques parce qu'elles sont trop douloureuses. Et un accompagnant ou une accompagnante, hein, vous en êtes et je le suis aussi, l'une des premières règles, je crois, et ça nous le rappelle, c'est qu'on doit prendre les personnes là où elles sont. Ah, bien sûr. Ouais. Et ce n'est pas toujours facile. Là aussi, nous, on a un nom et qu'on doit être un petit nom, hein, et qu'on doit transformer en oui. Ben voilà, c'est comme ça. C'est douloureux. Alors après, d'un point de vue purement technique, ce que je vous suggérerais, c'est de poser des questions à cette personne. Souvent, on a envie d'expliquer les choses, mais ce n'est pas tellement les explications qui font du bien. Ce qui fait du bien à quelqu'un qui est dans une certaine douleur, une certaine souffrance, c'est qu'on s'intéresse à elle. Donc, posez-lui des questions sur comment s'est passée sa journée, tout simplement, des choses comme ça. Et vous intéresser simplement à comment ça se passe pour elle. Et de fil en aiguille, de question en question, vous allez peut-être, avec un peu de chance, progressivement aborder des choses qui seront plus profondes ou moins superficielles. Et après tout, si elle aime cultiver les tomates, posez-lui des questions sur ces tomates pour commencer, si elles vont bien. Quand elle vous parlera de ses tomates, en fait, elle vous parlera d'elle. Posez des questions, ce serait la suggestion. À la limite, c'est presque plus facile avec, avec l'extérieur plutôt qu'avec ses proches. Bien sûr, toujours. Parce que avec nos proches, on est affectivement concerné. Et donc, c'est toujours un tout petit peu plus difficile. La marche de l'escalier est un peu plus haute. C'est normal. Merci, merci, merci. Marie-Claude, j'accompagne une personne dans un EHPAD et c'est extrêmement difficile pour elle d'avoir tout abandonné. Ça s'est passé, elle est tombée, hôpital, EHPAD. Voilà, donc du coup, elle se sent dépossédée de tout. Tout ce qu'elle avait dans sa maison est parti, c'est pas où c'est, elle veut savoir. Et en fait, je me dis, c'est extrêmement difficile de passer du faire, parce qu'elle était beaucoup dans le faire, malgré qu'elle soit déjà âgée. Elle était encore là-dedans, et à l'être. Et ça va être plus long, quoi. Parce que c'est une dame qui veut mourir. Toutes les fois, elle me le dit, quoi. Elle veut que j'enlève mon masque pour, si des fois j'avais le Covid, qu'elle puisse l'attraper pour mourir. La contaminer, voilà. Voilà. Oui. Donc, c'est long. Et effectivement, on fait exprimer, je vois un petit progrès,
parce qu'elle dit que, compte tenu qu'elle sait pourquoi, qu'elle connaît, elle sait que je suis d'une association, quel est le but, quel est notre but. Donc, elle se permet du coup de nous dire tout son chagrin, alors qu'elle commence à dire que elle n'est pas comme ça avec les autres. Alors, voilà, qu'est-ce qu'elle apprécie, et elle commence à dire des choses qu'elle apprécie. Tout après en disant non, finalement c'était mauvais, mais au niveau de la nourriture, voilà, et elle nous donne des exemples comme ça. Donc il y a des petits progrès, mais ça va être long. Voilà. Est-ce que vous avez peut-être une question? Non, je réfléchissais Sinon, par rapport. alors merci beaucoup pour votre témoignage. Et moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est que cette dame, elle a de la chance de vous avoir. Si ça se trouve, vous êtes la seule personne avec qui elle peut parler de cette difficulté très intime, puisqu'elle peut difficilement la partager. Ce sentiment d'être dépossédé, parce que toute sa vie a été, malgré son âge, hein, a été tout à coup, d'un instant à l'autre, complètement bousculée. Et d'abord, c'est quelque chose qu'il s'agit qu'elle intègre elle-même pour ensuite pouvoir le partager. Puis on le sait aussi très bien, c'est qu'une peine partagée, ce n'est pas la même chose qu'une peine qu'on vit tout seul. Ça pèse un petit peu moins lourd. Et vous êtes là pour la partager. Oui, tout à fait. Donc elle a beaucoup de chance. Oui, de pouvoir partager. Et si je peux me permettre une question moi-même, oui. Vous, cette situation avec cette personne que vous accompagnez, vous la vivez comment? Ça va. Quelquefois, c'est un peu lourd, mais quelquefois, mais assez régulièrement, je me dis que je suis accompagnante et que c'est sa vie et que je suis là pour l'entendre, l'écouter. Voilà. Donc, je ne peux rien pour elle, si ce n'est l'écouter, être proche, lui dire que je comprends. Mais ce qui est encore une fois énorme. Oui, c'est énorme. Et quand c'est un peu pénible, et quand c'est un peu lourd, c'est quoi le sentiment qui vous habite? Ben, disons qu'elle se plaint tout le temps. Donc c'est un peu ça, on aurait envie qu'il y ait autre chose. Ouais. Et si je peux me permettre, parce que je le rencontre personnellement souvent, et mes collaborateurs, mes collaboratrices avec qui on parle de ces choses, ils le rencontrent aussi très souvent, est-ce que ce n'est pas un sentiment d'impuissance que parfois vous éprouvez? Sentiment d'être démuni, de ne pas savoir quoi faire, comment faire pour transformer ces plaintes, ces doléances, ça, oui, on le ressent, en quelque chose d'un peu plus gai ou d'un peu plus léger, quelque chose comme ça? Oui, bien sûr que l'impuissance, on en parle assez régulièrement dans le groupe, en groupe de parole. Mais c'est vrai qu'on est confronté à de l'impuissance, ça c'est sûr. Mais bon, moi je me mets quand même à côté, quoi. Je suis à côté d'elle, sur son chemin. Et ça, je me le dis toutes les fois. Donc, c'est pas moi qui conduis, c'est elle. Et tout à fait. Et si vous pouvez en plus ajouter une pleine conscience de ce sentiment d'impuissance, vous verrez qu'il va se réduire. Si vous pouvez, au moment où vous l'éprouvez, vraiment vous dire, ah ben voilà, de nouveau, je suis celle qui ne sait pas quoi dire, qui ne sait pas quoi faire, qui se sent impuissante ou démunie. Et si vous le dites vraiment consciemment comme ça, ben vous verrez que ça va se dégonfler comme une baudruche. Et après, d'ailleurs, bizarrement, tout à coup, on est là, on ne sait pas quelles questions poser, on ne sait pas comment aider, on ne sait pas comment soutenir. Et on se sent impuissant, donc. Et puis, moi, ça m'arrive, et puis de temps en temps, alors je m'arrête, puis je dis, ah ben voilà, ça y est, je suis nouveau impuissant. Et bizarrement, tout à coup, il y a une question qui me vient à l'esprit, qui était peut-être déjà là, pas avant, mais que le sentiment d'impuissance masquait en quelque sorte. Mon expérience, c'est vraiment essayer de bien conscientiser le sentiment d'impuissance. Et quand on en est conscient, c'est juste un miroir aux alouettes. Ça disparaît. Oui, l'impuissance, oui, je la repère. Ça c'est assez, c'est pas facile, mais quand même ça se voit assez facilement. Par contre, c'est quand je quitte ce rôle pour
pour aider à sortir de cette situation de vraiment où elle n'est pas bien, c'est là que ça va pas. Et donc là aussi, ça, il faut repérer. Voilà. Et elle, quand je parle, elle est vraiment toute oui. On a l'impression que elle attend que je lui dise quelque chose qui va la booster, quoi. Or là, je suis impuissante à pas savoir quoi dire parce que elle a un chemin à vivre et que je peux pas lui dire ce qu'elle doit faire, quoi. Ouais, et quand je me sens impuissant, je me souviens aussi qu'il y a toujours un truc que je peux faire, c'est dire que je me sens impuissant. Oui, c'est vrai. Alors là, je suis… Merci pour votre témoignage. Oui, vraiment, merci Marie-Claude, parce que là, effectivement, cette impuissance, combien nous en parlons à chaque groupe de parole que nous vivons ensemble, tous les bénévoles. Hein. Peut-être que ça serait là que nous pourrions arrêter cette conférence Zoom, cette lecture partagée, parce qu'il est bientôt l'heure, et je voudrais laisser la parole à Aurélie, qui est du forum. Mais avant tout, la petite mauvaise nouvelle, c'est que le livre, il n'est plus réédité, n'est-ce pas, Philippe, hein? Oui, c'est ça. Alors, comme je te disais, Eric, j'en ai encore quelques exemplaires qui traînent quelque part. Et donc, si tu m'envoies ton adresse, je peux vous en envoyer quelques exemplaires, mais c'est l'histoire d'une demi-douzaine. Sinon, je t'ai fait parvenir le document Word dont le livre a été tiré finalement. Hein. Et donc ça, tu peux l'imprimer à autant d'exemplaires que tu veux. Voilà, c'est ce que je vous proposerai. C'est vraiment très, très gentil. Hein. Nous allons le commander pour la bibliothèque de Saillant, la librairie de Saillant peut-être, mais peut-être que, je ne sais pas sur la librairie, en tout cas, il sera à la bibliothèque de Saillant, à disposition de tous. Et si vous ne l'avez pas, et donc, comme Philippe vient de nous dire, vous me le faites savoir via le forum aussi, et nous vous enverrons le livre via donc ce fichier Word. Hein, voilà, Philippe, vraiment merci. Et il est petit, mais c'est écrit gros et ça fait 150, 160 pages, quelque chose comme ça. En fichier Word, ça fait 50-60 pages. Voilà, exactement. Voilà, Aurélie, est-ce que tu veux bien donc conclure sur cette lecture partagée? Oui, merci Eric de me laisser la parole, puis un grand merci pour toute cette proposition, organisation. Donc, juste vous dire un petit mot, moi je travaille au forum à Saillant, et donc la proposition d'Eric s'est montée en partenariat avec le forum qui propose des rendez-vous réguliers qui s'appellent la parenthèse, et qui sont des moments de temps partagés en visio, comme on vient de faire là, avec un lien Zoom. Et donc, juste pour vous dire, on a parlé de la bibliothèque, tous les 1er et 3e jeudis du mois, il y a des bénévoles de la bibliothèque de Saillant qui vous proposent un temps de lecture à voix haute. Donc, voilà, il suffit de se connecter par un lien Zoom que vous allez retrouver pour ceux qui voient le fil de discussion. Dans le fil de discussion, je vous ai mis un lien vers ce que j'ai appelé le blog de la parenthèse. Donc, si vous cliquez sur ce lien, vous verrez un site internet qui va s'ouvrir, qui vous annonce les dates des prochaines lectures à voix haute faites par les bénévoles de la bibliothèque. Et voilà, je vous conseille d'essayer à l'occasion. C'est un petit temps très agréable où on s'échappe, on écoute des nouvelles, des poésies. C'est très agréable de se faire raconter une histoire, un livre. Et ça peut faire du bien à plein de monde. Et voilà, et dans le cadre de ces parenthèses, c'est aussi possible que chacun, ceux qui ont envie, puissent proposer un sujet. Et comme Eric vient de le faire là, vous pouvez contacter le forum et dire « moi, j'aimerais bien proposer un temps où je propose soit une petite conférence, un petit temps d'échange sur tel ou tel sujet, et on verra pour monter ça ensemble. » Mais encore merci à toi, Eric, pour cette belle proposition d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Aurélie. Et donc, cette lecture a été enregistrée, en tout cas, si je réussis à le faire comme il faut, et donc, ça sera à la disposition sur le site du forum, n'est-ce pas? Voilà. Merci à tous. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci encore. Merci. Merci, Eric. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.